sur le front de la guerre en Ukraine. C'est une bataille que l'armée ukrainienne mène désormais sans relâche. La bataille de Crimée, nouvelle frappe de Kiev sur la ville de Sébastopol. C'est le QG de la flotte russe qui a été visé. Une attaque que Moscou a reconnue. Il y a au moins un mort au sein de l'armée russe. On va voir les mots du gouverneur de la Crimée annexée qui reconnaît cette attaque menée par les Ukrainiens. L'ennemi a mené une attaque de missiles contre le quartier général de la flotte. Attaque sur le plan militaire, mais aussi sur le plan numérique, si je puis dire, car la Russie a reconnu une cyberattaque sans précédent contre les fournisseurs d'accès à Internet en Crimée. Nous sommes en train de réparer les pannes d'Internet dans la péninsule. Général, haro sur la Crimée depuis maintenant plusieurs semaines. Il s'agit d'affaiblir la base arrière des forces russes en Ukraine du Sud, je dirais, alors qu'en même temps, il y a des combats justement dans cette zone-là. Donc tout ce qui permet d'affaiblir la capacité de résistance russe est pratiqué, que ce soit par des cyberattaques, que ce soit par des frappes bien ciblées, que c'est aussi par le fait de repousser la marine russe hors de sa capacité finalement d'intervenir en mer Noire. La preuve, c'est qu'il y a des cargos aujourd'hui qui passent beaucoup plus à l'ouest, mais apparemment en toute sécurité, transportant du blé ou de l'acier, et qui ne sont pas frappés malgré les menaces russes. Donc ça veut dire peut-être que les Russes soit n'osent pas, soit n'ont pas les moyens. Et il faut dire quand même qu'il y a eu quelques pertes dans la marine russe qu'il faut quand même signaler. Voilà. Et puis maintenant, effectivement, c'est cette pression. D'un autre côté, moi j'analyserais ça aussi, hormis les effets militaires qui sont réels, c'est aussi finalement détourner l'attention de tous sur ce qui se passe ailleurs. Le front terrestre n'est pas bon aujourd'hui. Par contre, le front maritime est bon. Donc c'est quand même un succès d'un côté pour compenser peut-être, non pas montrer des faiblesses, on ne parle pas de défaite, pas du tout, c'est plutôt des faiblesses réelles en attendant mieux. Mais il y a des effets militaires. Ce qu'il faut, maintenant, la frappe sur le PC ou le poste de commandement de la marine, normalement si c'est un poste opérationnel, en temps de guerre, même si ça s'appelle une opération spéciale, on n'y reste pas. Ça veut dire que théoriquement, on fait la planification ailleurs et pas sur une cible qui est connue de tout le monde, visible du ciel et aisément destructible. Donc voilà, maintenant, il y a aussi le symbole, et ça je terminerai là-dessus, c'est le symbole d'avoir frappé un centre de commandement avec un missile, alors on ne sait pas lequel apparemment, je ne sais pas si c'est un Storm Shadow ou un Neptune, mais dans tous les cas, de plein jour, frappé, ça marque les esprits, ça se voit, ça s'entend, voilà, donc ça marque le coup. Et on voit d'ailleurs combien ces images sont reprises sur tous les réseaux sociaux et on voit en effet la stupéfaction des gens qui étaient dans ces rues de Sébastopol et qui voient ces images de fumée qui monte depuis quand même le QG du commandement de la flotte russe. Enfin, c'est vraiment un bâtiment ancien qui est aujourd'hui en feu. Manifestement, un incendie a suivi. Et on voit des scènes quand même d'habitants qui se demandent ce qui se passe avec cette déclaration du responsable russe de la ville qui demande quand même à la population de rester chez elle, d'éviter le centre-ville. Donc, c'est pour frapper les esprits. C'est quand même une opération réussie. D'ailleurs, l'Ukraine revendique là à l'instant une frappe réussie sur ce QG. Il y a une volonté de mettre quand même une pression maximale et cette pression, elle ne cesse de s'accroître sur la Crimée, sur les forces d'occupation russes pour bien leur signifier que jamais l'Ukraine ne lâchera. Il y a cette frappe aujourd'hui, mais il y en a eu hier, avant-hier. Oui. C'est permanent. C'est quand même aussi le chantier naval de Sébastopol qui, la semaine dernière, a été visé avec un sous-marin et un navire de débarquement qui sont maintenant hors d'état. Donc les images sont fortes, elles visent vraiment à faire passer ce message que, comme le disait Zelensky, tout a commencé en Crimée, tout se terminera en Crimée. Il y a une volonté vraiment d'intimider et d'envoyer ce message au Kremlin. Guillaume Laganne. Oui, moi je partage tout ce qui a été dit. C'est un événement qu'on peut lire sous trois prismes. Celui du contournement, c'est-à-dire effectivement il y a une offensive terrestre qui ne donne pas à ce stade les résultats que les Ukrainiens espéraient et dont on voit que la fenêtre climatique elle est en train de se rapprocher avec la Rasputitsa qui va bientôt intervenir. Donc c'est un moyen de porter la guerre là où elle n'était pas, en mer Noire. C'est un moyen peut-être aussi
de renverser le rapport de force régional, maritime, qui reste quand même largement à l'avantage de la Russie. C'est la Russie qui domine l'espace maritime. Mais les Ukrainiens ont une stratégie du faible au fort. Donc, ils ont multiplié les coups de main en Crimée ou sur les plateformes pétrolières. Ils ont effectivement ces tirs qui sont quand même permis par les livraisons d'armes occidentales. L'arrivée de Storm Shadow et de Scalp, c'est-à-dire nos missiles de plus longue portée livrés par les Européens, a été quand même un game changer, en tout cas sur le plan régional. Même si, je le répète, ça n'inverse pas le rapport de force qui reste quand même aujourd'hui au bénéfice de la Russie. Et puis, le dernier aspect, c'est un aspect diplomatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la séquence dont on va certainement parler de Zelensky à New York, à Washington, les discussions avec les Polonais, les Européens. C'est aussi pour apporter quelque chose d'un message positif, de dire, voyez, certes, nous n'avançons pas aussi vite que prévu à Robotine, mais là-bas, en mer Noire, nous faisons la différence. Et nous rappelons, Magali l'a dit aussi, que la Crimée reste sur notre agenda un peu maximaliste, c'est-à-dire sortie des Russes, de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la Crimée. Anastasia. Il paraît qu'il y a beaucoup de saboteurs, de traîtres aux yeux des Russes sur le sol criméen, parce que les médias locaux contrôlés donc par la Russie publient un texte très étrange. Attention, il faut démasquer les traîtres qui massivement prennent des photos de tout ce qui n'est pas autorisé à photographier. Il y a des gens sur place qui aident l'armée ukrainienne, ça, il n'y a aucun doute. Et c'est intéressant parce que ça contredit les théories de la Russie, que les gens étaient tous heureux à rejoindre la Russie. Oui. Général, comment expliquer que cette zone soit devenue le talon d'Achille des Russes ? Cette zone est devenue le talon d'Achille des Russes. D'abord, les Ukrainiens, je pense, ont rendu possible cet affaiblissement. Dès lors qu'on a eu des actions commando, qu'on a eu effectivement ces drones maritimes, je dirais, navals, toute la capacité de contrôle de la mer Noire, finalement, a été affaiblie du côté russe, puisqu'ils ne pouvaient plus sortir en mer comme ils l'entendaient. Dès lors que vous n'avez plus de moyens à déployer sur une énorme zone en termes de renseignement, finalement d'avoir une capacité d'anticipation des attaques, finalement, vous laissez le champ libre à l'adversaire. Et cette liberté d'action a été acquise par les actions de drones navals, par les sabotages aussi, parce que je pense qu'effectivement, il y a des équipes de saboteurs, qui soient ukrainiens ou pas d'ailleurs, sur la Crimée, parce qu'il y a quand même des frappes extrêmement précises, extrêmement, je dirais, interpellantes parfois. Et puis, alors, il y a une autre question qu'on peut se poser, comment se fait-il que, hormis ce que je viens de dire, les Russes n'arrivent pas à contrecarrer finalement les actions ukrainiennes. Alors maintenant, je pose une question peut-être indirecte. Est-ce que ce qui nous représente, ce que je disais tout à l'heure, même s'il y a des effets militaires des frappes, est-ce que c'est suffisant effectivement pour changer la donne ? Je pense surtout que c'est un affaiblissement de la liberté d'action russe, qui fait que quand on a moins de liberté d'action, l'autre on en a plus, et que je pense aussi que les Ukrainiens profitent de cet affaiblissement pour mettre la pression sur la Crimée, qui, je le rappelle, est une base logistique finalement. Pour les Russes en ont besoin. Si le pont de Kerch est détruit, si la ligne logistique du Sud, qui est un objectif stratégique sans doute des forces ukrainiennes, est sous le feu de l'armée ukrainienne, l'armée russe qui se trouve en Ukraine du Sud, ça y est, c'est terminé. Elle ne peut plus se battre. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement cet affaiblissement qui est construit. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose ? Pour l'instant, on peut difficilement le dire. On a du mal à savoir exactement si ça affaiblit les flux logistiques. En revanche, et ça, ce qu'a dit Magali tout à l'heure, l'impact sur la population doit être énorme, puisqu'on est bien avec d'ailleurs des textes qui avaient été créés il y a quelques années dans la stratégie militaire, utiliser les frappes militaires pour avoir des effets psychologiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la frappe militaire qui est importante, elle a lieu, mais c'est surtout sur les effets sur les populations ou d'ailleurs sur les armées. Voilà, donc c'est l'effet psychologique des frappes qui ont été mises en place. Mais il arrive d'ailleurs qu'après ces frappes, il y ait des mouvements de fuite d'habitants, enfin qui essayent de reprendre le pont de Kerch pour repartir, parce que évidemment, tout ça participe d'un climat qui est, on avait vendu à ces Russes de se réinstaller, de s'installer en Crimée et pour y vivre tranquillement, y vivre en terre russe. Et aujourd'hui, ils voient ces missiles ou ces drones qui tombent dans le cœur même de Sébastopol. Il est évident que ça a un impact psychologique quand même important. C'est ce que souhaitent les Ukrainiens, que la peur change de camp. Guillaume Lagan, avant qu'on parte à Washington. Juste une incise pour dire que ce qui est intéressant aussi, à la limite même pour nous, c'est de voir un petit peu les effets que ça a sur
l'arme maritime, sur la marine finalement. C'est vrai que les Russes numériquement au début de la guerre, ils étaient très dominants, ils ont détruit la marine ukrainienne, on pensait qu'ils avaient la mer Noire, c'était devenu un lac russe. Et on voit qu'en fait avec ces stratégies indirectes et assez novatrices, on a parlé des drones navals là, qui menacent de détruire la flotte. Peut-être même d'ailleurs que si monsieur Elon Musk avait donné son feu vert, la marine russe aurait été détruite. Vous vous rappelez, il y a 15 jours, il y avait ces révélations sur une attaque secrète qui aurait été arrêtée par Elon Musk. Donc les drones aussi dont vous avez parlé, les missiles côtiers, tout ça finalement a fortement réduit. Il faut quand même se représenter que finalement les moyens que les Ukrainiens opposent aux Russes sont très inférieurs à la valeur même des matériels russes qui sont quand même des matériels de premier plan, des grands bateaux. Donc là aussi c'est intéressant en termes de stratégie maritime de voir finalement cette dissuasion du faible au fort. Avec un effet, c'est que la flotte maritime russe ne peut pas être renforcée puisqu'elle ne peut pas emmener des navires. Donc finalement, elle s'affaiblit indirectement en numérique. Ouais.